Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Dans ce dialogue numéro 14, nous allons tout d'abord nous rendre en République démocratique du Congo, où plusieurs sujets ont véritablement défrayé la chronique ces dernières semaines. Mais regardez d'abord notre sommaire. À Bruxelles, les Congolais manifestent contre la guerre événement de Kisangani. Analyse des accords de Lusaka avec M. Wamou, chercheur congolais en relations internationales. De la vie générale, il semble que la seule issue de la crise congolaise, ce soit les accords de Lusaka. Ces fameux accords de Lusaka. Mais tout le monde en parle, mais personne ne sait au fond de quoi s'agit-il. Pour en savoir plus, nous avons rencontré un des experts du domaine. Il s'agit du chercheur en relations internationales, le Congolais M. Wamou Oyantambwe. Écoutez son analyse. Les accords de Lusaka qui ont été signés, je le rappelle, le 10 juillet 1999, ont comme points centraux les points suivants. Cessation immédiate des hostilités, déploiement d'une force de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU et de l'OUA, constitution d'une commission militaire conjointe chargée de l'application de l'accord en attendant les forces de l'ONU et de la constitution d'une nouvelle armée nationale, retrait de toutes les armées étrangères dans un délai de 9 mois suivant un calendrier à élaborer par l'ONU et l'OUA, amnistie de tous les combattants à l'exception des suspects d'actes de génocide et démantèlement de toutes les bandes armées, en particulier les milices Interamwe et les ex-FARC. La libération des otages et des prisonniers de guerre sous la supervision de la Croix-Rouge internationale et du Croissant Rouge. L'instauration d'un dialogue intercongolais sous la supervision d'un médiateur neutre. Ce dialogue impliquera le gouvernement congolais, l'opposition armée, ici nommée RCD et MLC, l'opposition politique interne et la société civile. Voilà pour l'essentiel le contenu des accords de Lusaka. Et quels sont les obstacles justement pour la mise en œuvre de cet accord? Qui sont les personnes qui freinent la mise en application de l'accord? Est-ce le gouvernement congolais, c'est-à-dire le régime de M. Kabila, ou les rebelles, c'est-à-dire le MLC et le RCD? C'est très difficile de dire que c'est telle ou telle personne qui freine l'application des accords. Parce que dès le départ, à peine ils avaient été signés, personnellement j'avais considéré qu'on avait là un accord mort-né qui était vraiment très difficile à appliquer. Parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Donc si vous voulez, je peux vous faire une analyse plus ou moins comparative avec les pour et les contre sur le plan politique et sur le plan militaire. À partir de là, on peut voir qui freine et qui ne freine pas l'accord de Lusaka. Parce que c'est très facile de dire que c'est tel camp plutôt que tel autre. Mais c'est mieux d'analyser les différentes forces en présence pour savoir qui a intérêt à voir les accords appliqués et qui a intérêt à les freiner ou à les bloquer. Oui, donc on aimerait bien que vous nous dites justement quelles sont les différentes critiques qui peuvent être émises justement à l'encontre de ces accords au point de vue de leur conception même. Bon, au point de vue de leur conception, sur les plans politiques, il y a la grande idée, l'idée force, n'est-ce pas, de l'organisation d'une table ronde congolaise ou en tout cas ce qu'on appelle le dialogue intercongolais. Ce dialogue devait impliquer les rebelles du RCD et du MLC, ainsi que le gouvernement congolais, et c'est bien dit dans l'accord, aussi l'opposition non armée et la société civile. Mais parmi les signataires de l'accord, vous ne trouvez pas des représentants de l'opposition non armée, vous ne trouvez pas des représentants de la société civile. Ce sont les trois mouvements, enfin les deux mouvements armés et le gouvernement congolais, ici considérés comme étant une faction armée aussi, en tout cas dans le texte de l'accord, qui ont signé l'accord. Donc ça c'est un premier obstacle. Et en deuxième lieu, le facilitateur devait être choisi de commun accord entre toutes les parties.
arriver à avoir un facilitateur comme celui-là n'est pas évident. La preuve est là, il y a eu un accord autour du président ou de l'ex-président Massiré et aujourd'hui il est contesté par le gouvernement Kabila. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été assez clair non plus. Mais est-ce que de ce point de vue-là, du choix du facilitateur, est-ce que c'était un consensus qui s'est dégagé sur le nom de M. Massir ou bien alors dès le départ certaines parties n'étaient pas d'accord sur ce choix-là? Je crois que la première proposition était que ce dialogue allait être organisé sous la médiation d'une congrégation religieuse. Ce débat devait avoir lieu à Rome même à un moment donné. Mais il y a des partis qui ont contesté cette congrégation religieuse. Et puis après, il y a eu la proposition, venue d'ailleurs du RCD, de prendre celui-là. Et bon, le gouvernement l'avait accepté. Tout le problème, il est là. On accepte une chose et puis on la refuse par la suite. Alors, avec ça, on ne va pas loin. Alors qu'il y avait moyen de prévoir des critères qui permettent à ce qu'on arrive plus ou moins facilement à un choix qui reste et qu'on arrive à désigner une personnalité qui a vraiment de l'autorité, qui puisse peser réellement sur l'évolution de la situation. Le président Massiré a une bonne expérience, une très longue expérience. Il a très bien dirigé le Botswana, mais il est trop proche de l'Afrique du Sud. Même, il dépend, on dirait, même de l'Afrique du Sud. Et le gouvernement congolais a déjà beaucoup de soupçons à l'égard du gouvernement sud-africain vis-à-vis de la gestion du conflit actuel. Donc, c'est des choses qu'on aurait pu prévoir et malheureusement, cela n'a pas été fait. Et au-delà de ces critiques politiques, oui, quelles sont les critiques que l'on peut émettre au point de vue du calendrier militaire, disons, de la dimension militaire de ces accords de Lusaka? Quelles sont les lacunes que vous avez détectées dans les accords de Lusaka? D'une manière générale, l'accord est plus centré sur le volet militaire que sur le volet politique. Bon, il y a plusieurs remarques qu'on peut faire à ce niveau-là. Je vais les résumer. Première remarque, toutes les parties en conflit n'ont pas signé l'accord. Les rebelles ou les miliciens Maïmaï n'ont pas signé cet accord, alors que c'est une force armée qui est active sur le terrain. L'armée burundaise n'a pas signé cet accord, ou en tout cas le gouvernement burundais ne l'a pas signé. Alors qu'il y a des militaires, il y a des officiers burundais qui contrôlent des territoires entiers, ou une partie entière du Congo. C'est un premier obstacle. Et ces deux parties n'ont pas signé, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été appelés à Lusaka ou bien ils ont refusé de signer? Et ces deux parties n'ont pas été identifiées comme des parties prenantes au conflit. Donc il y a un défaut d'identification des parties, qui s'opposent sur le terrain. Et il y a une autre remarque sur le plan militaire, c'est qu'on a fait la distinction entre les bons et les mauvais rebelles. C'est-à-dire que le RCD et le MLC ont été considérés comme des rebelles qui méritent l'honneur d'apposer leur signature sur cet accord, alors que les rebelles burundais qui sont au Congo ou les rebelles rwandais qui sont au Congo ont été tous considérés pêle-mêle, soit comme des génocidaires, soit comme des bandes armées incontrôlées, alors que ces gens-là sont actifs. Et on voit qu'ils sont capables de faire quelque chose, ou en tout cas de nuire à la sécurité. Parce que l'accord a été centré sur la sécurité dans la région, en privilégiant bien sûr la sécurité des frontières du Rwanda et de l'Ouganda qui ont pris ça comme prétexte pour envoyer leurs troupes au Congo. Et puis bon, on peut continuer sur le volet militaire toujours, envoyer 5000 observateurs ou 5300 observateurs civils et militaires pour veiller à l'application du cessez-le-feu, en posant comme préalable que le cessez-le-feu doit d'abord être respecté avant qu'il puisse se déployer. C'est un cercle, comment dirais-je, vicieux, parce que d'une part, si le cessez-le-feu est observé, alors on n'a plus besoin de ces gens-là, ou d'autre part, ils viennent avec quel mandat pour le maintien de la paix, mais envoyer 5000 militaires pour maintenir la paix dans la ville de Kinshasa, c'est déjà insuffisant. Alors le faire pour 2 345 000 km² de superficie, c'est illusoire. Donc sur le plan militaire, il y a tous ces éléments-là qui font que c'est quand même assez difficile de faire appliquer l'accord de Lusaka tel qu'il est dans l'état actuel. Vous avez donc un avis assez pessimiste sur cette question. Selon vous, cet accord est inapplicable dans l'état actuel des choses? Son application est en tout cas très difficile. Mais d'autre part, il faut reconnaître que c'est la seule base légale qui existe actuellement en vue de la paix en République démocratique du Congo. Donc on est un peu lié, on est un peu coincé. Il n'y a pas d'autre alternative.
C'est la seule base légale et juridique qui existe. Mais d'autre part, bon, son applicabilité est sujette à caution. Essayons maintenant de voir un petit peu le jeu de certains des acteurs qui sont justement qui prennent part à ce conflit. J'aimerais d'abord en venir sur la situation de M. Kabila. M. Kabila, est-ce que selon vous, il sort perdant ou gagnant de ces accords de Lusaka? Et aussi, quel était son intérêt à signer cet accord que l'on a vu qui est remis en cause par justement le gouvernement de Kinshasa ces derniers temps? Pourquoi? Je crois qu'on peut apprécier la position du président Kabila suivant 3 phases. La première phase, c'est la phase de la signature de l'accord lui-même. L'accord a été signé dans un contexte où il était plutôt en position de faiblesse par rapport aux rebelles, ou ceux qu'on appelle les rebelles. Et puis il y a eu une deuxième phase dans laquelle, donc disons que dans cette première phase, il n'avait pas de choix. Et puis il y a une deuxième phase où il est apparu vraiment comme le perdant de cet accord parce qu'il a été mis sur les mêmes pieds d'égalité que ces mouvements rebelles qui aujourd'hui ne sont plus tellement reconnus comme tels, tant par la population congolaise que par la communauté internationale. Vous avez vu que lors de la réunion qui a été organisée à New York en janvier, ces gens-là n'avaient même pas été associés au débat officiel de cette rencontre-là. Donc dans cette deuxième phase, on pourrait dire qu'il est apparu comme étant perdant parce qu'il aurait dû bénéficier d'un statut différent dans le texte de cet accord. Et puis il y a une troisième phase, celle dans laquelle on se trouve actuellement, dans laquelle c'est lui plutôt qui semble briller par des mauvais choix tactiques. C'est-à-dire qu'à un moment où ses adversaires sont affaiblis, parce que bon, les rebelles sont déjà assez discrédités, et que d'autre part, les soutiens des rebelles, c'est-à-dire rwandais et ougandais, se battent. Et en plus de cela, il y a eu une forte désapprobation internationale après les événements de Kisangani, tant ceux d'août 99 que les plus récents. Donc, c'est une phase qu'il aurait pu bien manipuler, manigancer pour en faire un avantage politique, quoi, pour en tirer profit sur le plan politique. Mais en adoptant l'attitude qu'il adopte actuellement, il finit par se mettre dans une position plutôt délicate, quoi. Ouais. Et M. Kagame, président actuel du Rwanda, est-ce que vous pensez que lui est sorti renforcé de ces accords, puisque dans les accords de Lusaka, on reconnaît sa revendication d'un besoin de sécurité pour le Rwanda? C'est bien reconnu dans les accords. Est-ce que vous pensez que la thèse de M. Kagame a été en quelque sorte légitimée? Il a été renforcé dans la mesure où toutes les revendications rwandaises de l'époque avaient été prises en compte dans l'accord de Lusaka. Noir sur blanc. Je dis bien toutes les revendications de la partie rwandaise ont été reprises comme telles. Mais d'autre part, le Rwanda s'est aussi laissé prendre à son propre piège. Parce que si on appliquait vraiment l'accord de Lusaka, je ne crois pas que ça les arrangerait forcément. Étant donné que la sécurité est plutôt un prétexte pour eux, plutôt que le motif réel de leur présence au Congo. Donc si on se base sur l'accord de Lusaka en disant que leurs préoccupations de sécurité ont été prises en compte, eh bien, bon, le Rwanda sort officiellement gagnant dans l'opération. Mais si on les applique réellement, je ne suis pas sûr que cela arrangerait le gouvernement rwandais, pour des raisons tant politiques que militaires et économiques. Et M. Museveni, pour lui, pourquoi a-t-il signé ces accords et quel était l'intérêt pour lui justement à donner son appui justement à cette application des accords de Lusaka? M. Museveni et M. Kagame ont des visées similaires au Congo. Ils ont le même prétexte, c'est la sécurité, et puis ils ont un même comportement sur le terrain, c'est vouloir contrôler le Congo. Je ne dirais pas qu'ils veulent l'annexer, parce qu'ils savent que ce serait tellement difficile d'y parvenir, tant pour des raisons de droit international que pour des raisons culturelles et tout. Mais en tout cas, ils ont une visée claire qui est celle de contrôler le Congo, de l'une ou d'autre manière. Avec Kabila, ils avaient voulu le contrôler par le sommet. Et maintenant, il semble s'arranger de contrôle par le bas. Donc, il a signé l'accord parce qu'il y avait des pressions. S'il ne l'avait pas signé, il serait apparu comme celui qui ne veut pas la paix. Mais il faut se dire qu'on est dans un contexte culturel ou en tout cas d'une culture politique dans laquelle la signature n'a pas forcément le sens qu'elle a ici en Occident. Ici, on est dans une tradition de l'écrit où une signature engage la personne qui signe. Alors que chez nous,
c'est dommage, mais il faut le dire, chez nous, on signe parfois en se disant juste pour donner la bonne impression. Et on ne se sent pas lié par la signature, parce qu'on est dans une culture politique différente. Et quand on pense à ceux qui constituent le camp, si on peut dire, qui est de M. Kabila, c'est-à-dire l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie, quel est, disons, l'intérêt de chacun de ces différents acteurs dans le conflit congolais? Et pourquoi sont-ils d'abord venus aider M. Kabila? Bon, ça c'est un chapitre assez pointu et assez difficile pour être résumé en peu de temps, mais je vais aussi donner des grandes lignes. Le Rwanda et l'Ouganda, pour ne citer que ces deux-là, mais j'ajouterai aussi le Burundi, sont intervenus au Congo sur base d'un principe ou en tout cas d'un prétexte sécuritaire. L'Angola, la Namibie et l'Angola sont venus au Congo à l'invitation du gouvernement congolais, du président Laurent Désiré Kabila. Donc on peut dire que leur intervention au Congo est légale et légitime. Mais de l'autre part, leur comportement sur les terrains ne doit pas nous faire oublier que ces trois pays avaient déjà pris une part très active dans la chute de Mobutu et qu'il y avait beaucoup d'accords signés à cette époque-là qui n'avaient pas encore été respectés ou honorés. Donc une chute de Kabila signifiait pour la plupart d'entre eux une grande perte sur les plans économiques, sur les plans politiques, en tout cas parce qu'il y a d'autres enjeux qui entrent en présence. Donc, qu'ils soient intervenus, bon, il y a la couverture légale de l'invitation du gouvernement, mais il y a aussi d'autres raisons difficiles à nommer comme ça de manière trop précise. Mais je dirais que l'accord de Lusaka met tous les protagonistes dans une situation assez difficile, assez délicate. D'où il y a une position qui arrange bien les alliés. C'est celle qui consiste à dire, voilà, les agresseurs se retirent d'abord et nous, en ce moment-là, on partira. Qu'est-ce qui nous garantit que si aujourd'hui les Rwandais et les Ougandais partent, les Zimbabwéens feront la même chose? Rien ne nous le garantit. Rien ne nous le garantit. Mais justement là-dessus, une précision. Dans l'accord, il est bien dit que le préalable, c'est le départ de toutes les forces étrangères, ou on a bien identifié ces forces étrangères comme étant celles du Rwanda et de l'Ouganda, ou bien on parle de toutes, c'est-à-dire y compris les forces angolaises, namibiennes et zimbabwéennes? Dans l'accord, il s'agit du retrait de toutes les troupes étrangères. Et d'ailleurs, les Rwandais ont dit, nous aimerions bien nous retirer, à condition que les autres se retirent aussi. Et les Ougandais disent la même chose. Et quand on fait pression sur le Rwanda et l'Ouganda, la réponse qu'ils donnent, c'est celle-là, qu'ils s'en aillent aussi. Mais qu'est-ce qui nous garantit que si aujourd'hui, Angolais, Zimbabwéens et Namibiens s'en allaient, les Rwandais et les Ougandais ne resteront pas au Congo, ou qu'ils ne reviendraient pas? Bon, il y a des pays qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles. Prenons le cas du Zimbabwe, qui d'une certaine mesure aurait quand même intérêt à voir ses troupes partir du Congo. Mais le Zimbabwe a aussi énormément dépensé dans la guerre congolaise. Et en coulisses, le Zimbabwe a aussi beaucoup investi au Congo, sur les plans d'investissement en termes vraiment commerciaux, quoi. Alors, il faudrait que le Zimbabwe, ou en tout cas les décideurs politiques zimbabwéens actuels, aient des garanties que leurs investissements ne seront pas perdus avec le retrait de leurs troupes. Donc quand vous prenez tout ça ensemble, on arrive à une situation assez compliquée. Et moi je pense que ceux qui ont décidé de déclencher cette guerre, ceux qui l'ont planifiée, ont vraiment raisonné beaucoup plus dans le court terme que dans le moyen ou le long terme. Et alors on se retrouve dans une situation qui est très difficile. Après la manifestation des ressortissants congolais, dont vous venez de voir les images, sachez aussi que les ressortissants rwandais d'origine Hutu ont manifesté à Bruxelles pour condamner le régime de M. Kagame.
en fait, nous les jeunes, on est ici pour réclamer la justice chez nous au Rwanda. On est ici aussi pour soutenir nos frères, nos sœurs, jeunes comme nous qui sont en train de subir l'oppression de Kagame et sa troupe, aussi bien chez nous au Rwanda qu'au Congo. Franchement, on est ici aussi pour vraiment lutter pour la justice, pour la paix chez nous, pour la vie au Rwanda. Nous sommes ici pour manifester contre le régime de Kigali, le régime criminel. Nous réclamons la justice est pour tous. En tant que le jeune rwandais, le jeune congolais, parce que c'est nous l'avenir de nos pays. Nous voulons que les États-Unis nous aident à rentrer. Nous voulons que la Belgique nous aide à rentrer dans la dignité. Nous voulons qu'ils arrêtent de soutenir ces régimes criminels. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour manifester contre le régime de Kagame. Le régime de Kagame qui non seulement tue la population rwandaise et qui prend la jeunesse rwandaise par force pour aller mourir sous les canaux au Congo. La jeunesse veut étudier. La jeunesse veut aller à l'école. La jeunesse veut apprendre la science. La jeunesse ne veut pas continuer dans cette logique de guerre expansionniste. La jeunesse rwandaise a soif de la paix, puisque le Rwanda, pour le moment, il n'y a pas franchement d'avenir. Il n'y a pas d'avenir dans une logique de guerre. Il faut la paix. Pour vous, la guerre au Congo, c'est une guerre d'agression ou bien une rébellion? C'est une guerre d'agression, une guerre hégémonique, une guerre des pillards, des assoiffés des richesses du Congo. Et pour nous, nous sommes absolument contre cette attitude. Nous avons vécu depuis longtemps un bon voisinage avec le peuple congolais, qui d'ailleurs a assuré une hospitalité non négligeable, non seulement aux Tutsis dans les années 59, dans les années 60, dans toute la décennie de 60, toute la décennie de 70, et aussi les Hutus qui sont arrivés dans les années 90. Donc ce qui fait que l'hospitalité que le peuple congolais avait donnée aux Rwandais n'a pas été reconnue finalement par le peuple rwandais. Donc le Rwanda, le peuple rwandais, je le souligne, n'est pas du tout d'accord avec ce que fait Kagame. Nous voulons plutôt la paix et revivre l'esprit de la complémentarité avec nos peuples voisins. Il n'y a pas que le Congo, c'est aussi le Burundi, c'est aussi l'Ouganda, c'est aussi la Tanzanie. Nous voulons que vraiment il y ait la paix. Le Rwanda qui a faim n'a pas de logique de s'aventurer dans une guerre comme celle-là. Les moyens pour acheter les armes doivent servir pour la nourriture du peuple rwandais.